Merci, Monsieur le Président. Après les interventions du Césaire et de Madame la Vice-présidente, ça donne un meilleur éclairage sur ces formations, parce que c'est vrai que nous n'en parlons pas très souvent, et pourtant, c'est très important. Alors aujourd'hui, on doit se dire, tiens, on va parler des formations sanitaires et sociales. Mais c'est quoi, au fait, les formations sanitaires et sociales? Nous disons ceci, tous les citoyens de Rhône-Alpes sont susceptibles d'être concernés par ces formations à un moment ou à un autre de leur vie, par la nécessité de faire appel aux professionnels issus de ces formations, assistants sociaux, infirmiers, kinés, éducateurs de jeunes enfants, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, pour ne citer que ceux-ci, il y en a bien d'autres. En Rhône-Alpes, ce sont 20 000 apprenants, majoritairement des femmes, 13% de l'emploi régional qui sont concernés. Ces formations professionnelles sont centrées sur l'humain, le soin de l'autre. Quoi de plus noble que de contribuer au bien-être des personnes? On sait pourtant que l'humain se heurte bien trop souvent aux impératifs de gestion administrative et de contraintes budgétaires. Lorsqu'on parle de dépenses de fonctionnement, ça fait toujours un peu du mal à beaucoup d'élus. Et alors, le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, qui vient de décéder récemment, avait dit « Eh bien, alors ne parlons plus de dépenses de fonctionnement, nous allons parler d'investissements humains pour parler de ces dépenses du sanitaire et social. » Ça faisait peut-être un peu moins mal. Cela relève de choix politiques et nous devons nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que la société attend du travail social et médical et paramédical? Quelle politique pour accompagner les citoyens les plus vulnérables et assurer une équité sociale et territoriale en matière d'accès à la santé? Le Conseil régional ne doit-il pas être porteur d'une vision politique sur le sujet? Notre groupe répond clairement oui à cette dernière question. Ce nouveau schéma régional des formations sanitaires et sociales apporte aujourd'hui une réponse à un certain nombre d'enjeux. Il est le fruit d'une réelle concertation et nous saluons la qualité du travail conduit. La réponse apportée n'est pas parfaite, pour autant, elle est pour notre groupe source à la fois de satisfaction et de vigilance. Nous n'allons pas reprendre chacune des 16 fiches, certaines sont très satisfaisantes, comme celle de la représentativité des publics en formation, l'amélioration des conditions de vie en formation ou encore les partages des bonnes pratiques pédagogiques. Il reste cependant du chemin à parcourir pour conforter, sécuriser et développer ces différentes professions encore mal reconnues. Prenons tout d'abord les questions emploi-formation. Il nous semble indispensable de mettre en place un véritable observatoire régional emploi-formation, s'appuyant sur l'expertise des professionnels de l'analyse du travail social et médico-social. À cet égard, il faudrait d'ailleurs peut-être commencer par faire fonctionner et utiliser un groupe domaine du CPR-DFP, contrat de plan régional de développement des formations professionnelles. Ces ressources sont précieuses, en particulier pour élaborer une carte des formations qui assure l'adéquation des besoins en formation avec les débouchés professionnels dans un souci d'équité sociale et territoriale. L'élaboration de la carte de ces formations est un exercice difficile, car il associe de nombreux partenaires et comme pour tout travail collectif, les enjeux de gouvernance et de compromis sont prégnants. La région doit donc s'assurer du respect des priorités qu'elle s'est fixées, notamment en termes d'accompagnement des publics prioritaires, de qualité de formation, qu'il s'agisse du contenu pédagogique ou de l'environnement du travail, de lisibilité, d'adéquation et d'accessibilité de l'offre de formation. Justement, comment assure-t-on la meilleure accessibilité possible? Plusieurs prérequis sont nécessaires. Tout d'abord, la connaissance, la lisibilité et la valorisation des professions sociales, paramédicales et médico-sociales. Certains secteurs d'activité subissent un vrai déficit d'attractivité, alors même qu'ils répondent à des besoins croissants de notre société. C'est le cas en particulier du secteur de la prise en charge de la dépendance. À ce titre, la mise en place actuelle du service public régional de l'orientation devra être un levier essentiel. Ensuite, l'orientation. Une orientation de qualité est la clé de voûte d'un parcours de formation réussi et d'un épanouissement individuel et professionnel.
Enfin, les ressources financières. Les apprenants sont de statuts très divers, jeunes en poursuite d'études, demandeurs d'emploi, salariés. En fonction de leur statut et de leur situation personnelle, les dispositifs d'aide ne sont pas les mêmes. La lisibilité, la mise en cohérence et la disponibilité des financements doivent prévaloir. La sécurisation des parcours pour ces jeunes en dépend. Est-il besoin de rappeler la précarisation croissante des publics de formation sanitaire et sociale, notamment ceux qui relèvent du niveau 5, c'est-à-dire des aides-soignants, des AVS ou auxiliaires de puériculture? Des jeunes dorment dans leur voiture, ont parfois des difficultés pour se nourrir convenablement ou bien n'accèdent pas aux besoins de santé. Nous n'exagérons pas, et c'est inacceptable. Il est urgent que l'État permette l'accès aux centres de santé universitaires à tous les publics relevant des parcours post-baccalauréat. Au niveau régional, le dispositif de fonds d'aide d'urgence doit être renforcé. Nous demandons à ce qu'il soit accessible à tous ceux qui ont un accident de parcours, décès d'un parent, séparation de couple et autres, avec une instruction de dossier qui soit de qualité, ce qui n'est pas le cas, hélas, aujourd'hui. Pourtant, les services font tout ce qu'ils peuvent. C'est le sens de l'amendement que nous défendrons tout à l'heure. La région doit être à la hauteur des objectifs et priorités qu'elle se donne. En matière d'accessibilité, nous ajouterons également l'accompagnement du candidat dans son parcours de qualification. C'est l'une des clés de réussite de parcours professionnels parfois chaotiques, mais qui trouvent leur sens dans les métiers du prendre soin de l'autre. Les moyens ne sont cependant pas encore au rendez-vous pour permettre un accompagnement individualisé. Nous sommes conscients que la région n'est pas seule, elle intervient aux côtés d'autres partenaires. L'enjeu le plus important est bien d'ailleurs la concertation et la coordination de l'ensemble des acteurs. Nous serons vigilants à ce que cela ne conduise pas à la dissolution des responsabilités. En conclusion, j'insisterai sur la responsabilité de la région à accompagner ses futurs professionnels, à leur donner des moyens d'être les acteurs de leur parcours, en leur offrant toutes les clés disponibles. Cela nécessite d'ailleurs des politiques régionales cohérentes et transversales, ce qui ne semble pas couler de source pour notre institution. Les questions de formation réparties entre plusieurs délégations en sont un parfait exemple. Ne nous limitons pas à nos cloisonnements internes et saisissons les opportunités de fertiliser ce qui peut l'être. Par exemple, la sensibilisation des publics du secteur sanitaire et social aux valeurs de bien commun, de solidarité, de coopération et d'innovation sociale véhiculées par l'ESS. Car oui, ne l'oublions pas, le secteur sanitaire et social est composé dans cette très grande majorité de structures publiques et de l'ESS. Le secteur sanitaire et social touche au principe même du bien vivre ensemble. Il serait incompréhensible de le laisser dans l'ombre. Je vous remercie. Merci, Madame Boileau. Je donne la parole.